Salut à tous! Bienvenue pour une réac que j'aurais pu sortir le 31 octobre si j'avais été un petit peu intelligent pour la thème, mais bon, comme d'habitude, j'en ai un peu rien à foutre d'Halloween. Puisque, oui, c'est Scooby-Doo, mais c'est surtout Scooby-Doo et l'horreur directement. Enfin, l'horreur, façon de parler, hein, c'est pas très effrayant, mais voilà, les monstres directs, hein, il va pas y avoir de mystère ou quoi que ce soit, ça va être des monstres. Et on va faire un petit détour dans les années 80 dans cette liste de découvertes pour ma part, parce que le prochain film que je dois traiter normalement, c'est La Malédiction des 13 fantômes, un film qui est tiré de la série des années 80, Les 13 fantômes de Scooby-Doo. Série des années 80 qui a l'air de plutôt venir des années 60-70 vu le niveau de qualité global. Je parle de l'animation et même du doublage français qui casse pas la baraque. Je vais en parler très vite, oui. L'animation, c'est... Voilà, c'est niveau Scooby-Doo de la très vieille époque où on sentait qu'il y avait le budget pour 3 chewing-gums pour faire un épisode presque. Peut-être un petit peu plus ce cas-là, mais ouais, c'est pas beaucoup plus élevé que les vieux épisodes des séries d'avant. Et on a, à cause de ça, pas un budget super fort pour la relocalisation, ce qui fait que en français, bah, ouais, on a niveau de doublage pas fameux, avec des traductions de jeux de mots qui font vraiment très coussi coussa. Bienvenue au Massachusetts. Les chaussettes? Qui est-ce qui a perdu ces chaussettes? Des comédiens qui, je suis sûr, essayent de faire de leur mieux avec le peu qu'on leur donne, c'est-à-dire le peu de temps, le peu de budget, le peu de tout qu'on leur donne, donc ça rend pas extraordinairement. Et ouais, lorsqu'on doit refaire des chansons, mais c'est atroce. Vraiment atroce. Avance, petit radeau. Descends tout dans le blanc. Car la vie coule vite. Quand les problèmes commencent à nous faire mal, que je suis vraiment au bout du mal, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, déjà d'un point de vue purement technique, ça n'a pas été une découverte sensationnelle pour ma part, même si je m'y attendais. Mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est principalement la raison pour laquelle je suis pas fan des trucs kitsch de ce genre-là. À la limite, à toute petite dose, mais déjà 13 de suite, parce que je me le suis presque binge-watché ces épisodes-là. Ouais, ça a vite fini par devenir un petit peu lourd sur les bords. Et vous avez vu, le principe, j'en ai déjà parlé, donc la série She-Ra, enfin la série She-Ra, j'ai fait le pilote de la vieille série She-Ra, et c'est vraiment le côté kitsch technique qui fait que ça vaut moins le coup que la série actuelle, parce que je suis sûr qu'en termes de récit et d'intention, ça doit être mieux que la série actuelle, mais rien que l'aspect technique rabaisse ça pas mal. Et ouais, dernièrement, j'ai essayé de me voir Ulysse 31. Et ça a été pas vraiment une douche froide, ça a été l'hilarité pas du tout vu venir. Parce que je m'attendais à quelque chose de fait un tant soit peu correctement, et j'ai eu voilà, un vieux dessin animé kitsch avec un aspect technique très mal branlé et un doublage qui va pas à des masses non plus. Mais l'aspect technique, ne serait-ce que la musique d'accompagnement, la mise en scène de certains trucs, et le fait que, contrairement à Scooby-Doo, c'est censé être très majoritairement sérieux, pourtant on a des choix artistiques qui sont assez discutables à ce niveau-là. Donc c'était... J'ai vite arrêté Ulysse 31, parce que là, le kitsch, ça va un moment pour moi, c'est pas mon truc. Mais ouais, c'est un peu hilarant à voir vraiment par un coup, comme ça. Limite, je me referai un épisode de temps en temps juste pour me marrer, de voir à quel point ça a mal vieilli ce truc-là, mais c'est clairement pas une série pour moi. Je suis content de pas l'avoir traité en réac, celle-là, avec du recul. Mais ouais, c'est en grande partie cette intro pour vous dire que je ne traite pas les vieux films Scooby-Doo d'avant la fin des années 90, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui étaient sortis lors de la vieille époque, tout simplement parce que je sais pertinemment que ça va être du kitsch qui sera largement en dessous en termes d'ambition technique que les films plus récents. Et peut-être que ce sera plus sympathique, mieux écrit que ces films plus récents, mais ça ne suivra pas d'un point de vue technique, clairement pas. Et ça ne m'aidera pas à apprécier le tout. À tous les fantômes qui est aimé dans ma vie,
Il y a une autre raison à ça, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. En tout cas, ouais, si je me suis penché sur les 13 fantômes de Scooby-Doo, c'était pour me préparer à voir La Malédiction des 13 fantômes, le prochain film sur ma liste, bah, tout simplement pour voir d'où ça vient, quoi. Ça s'inspire de quoi pour faire un film là-dessus et essayer de reprendre cette espèce de récit déjà vu avant. Qu'est-ce qui a donné un petit peu envie de reprendre ça? Et est-ce que lorsque je verrai ce film-là, ça rendra bien hommage, ça dépendra de quel type d'hommage, à cette mini-série qu'on a eue de 13 épisodes qui devrait bien porter ce numéro-là, mais vous verrez qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc, je voulais un petit peu faire mon idée sur cette très vieille série, enfin qui donne l'impression d'être très vieille alors que c'est les années 80, mais c'est l'impression d'être encore plus vieille que ça, de mon point de vue. Et je vais vous faire un petit peu le résumé global avant de faire épisode par épisode. Le résumé global, il va être très rapide. C'est Sammy, Scooby, Scrappy-Doo qui participe et Vera qui sont en plein voyage vers Honolulu dans leur avion. Il y a Fred et Vera qui doivent y être. Ils vont y rester tout le long des événements de cette série, mais voilà, Fred et Vera ne sont pas là. Et ils vont être attirés vers une petite ville par deux fantômes qui veulent libérer 13 grands fantômes qui ont été enfermés dans un coffre maudit. Et bien entendu, ils vont les délivrer sans s'en rendre compte. Et à cause de ça, ils devront arranger la malédiction en les réenfermant dans le coffre. Avec des petits trucs à redire, mais on va en parler au fur et à mesure quand on fera le détail de ça. C'est le pitch global. Et je vous avoue que j'étais assez intéressé par cette idée-là, parce que ça partait sur un vrai fil rouge. Ça a essayé de donner des ambitions un peu plus poussées que le faux monstre du jour, l'enquête du jour, et puis on s'en fout un petit peu de la continuité qu'on instaure. Et j'avais espéré qu'on fasse un peu plus gaffe à ça, mais non, vous verrez ça aussi, on verra ça dans le détail. Et il n'y aura pas que notre groupe, puisqu'ils vont rencontrer en particulier deux membres importants. Le premier étant Flim Flam, un petit garçon très débrouillard qui a le sens du commerce, c'est son truc, et qui est insupportable. Vraiment, je comprends aisément d'où vient le problème avec Scrappy-Doo auprès des fans. C'est quelqu'un qui essaye de surcompenser la froussardise de Sammy et Scooby en étant exagérément courageux, beaucoup trop téméraire. Et ça crée un contraste un petit peu lourd parce que ça sert juste à appuyer, enfoncer le clou sur le fait que Sammy et Scooby sont des trouillards. Et on le sent très bien tout seul. C'est pour ça qu'il est un petit peu lourd sur le principe à toujours se mettre en avant. Regardez-moi, je suis trop courageux. Pourquoi on se bat pas? Pourquoi on fuit? Gna gna gna. C'est très lourd sur le long terme ça. Et Flim Flam, ça va être un petit peu le gamin qui se forcera dans l'aventure parce qu'il en a envie. Il n'y a absolument rien qui donne l'impression que c'est pour autre chose que le fait qu'il en a envie. C'est qui ses parents, on s'en fout, il se balade tout seul. On ne parlera jamais de ça. On ne jouera jamais sur le fait que ça a l'air d'être un orphelin qui se balade tout seul et qui est un petit peu adopté pendant un moment par le groupe. C'est juste, je vous suis, je fais partie du gang et puis c'est ça le truc. Alors qu'il y avait un concept intéressant à tacler autour de ça. Je sais pas, comme avec... j'ai oublié le nom du gamin dans Super Baloo, quoi. C'était un orphelin et Super Baloo l'adopte et on sent qu'il y a une attache qui se crée. Il n'est pas juste là pour faire le délire avec Baloo et on dit tant pis, on l'accepte comme ça, quoi. C'est un petit peu plus que ça, mais c'est exactement le cas avec Flim Flam. Et il est lourd à toujours s'immiscer avec toujours ses plans. Ah, je sais toujours quoi faire. Et il y a ce côté aussi presque Garistou. Je ne devrais pas dire ça. Ce côté, j'ai les cartes en main pour tout arranger quand je le veux, en fait. Je m'en sors toujours avec mon esprit, le fait que les scénaristes me donnent toujours les outils qu'il faut pour que je m'en sorte bien et être le héros plus souvent qu'il ne le devrait. Et en ça, c'est un peu une extension de Scrappy-Doo, ce qui fait que dans cette série, Scrappy-Doo est assez anecdotique. Bon, il apparaît de temps en temps, il joue un rôle assez faible. C'est lui qui prend le plus la place, Flim Flam. Et oui, il a un nom de merde au passage, mais c'est la VF, je sais plus ce que c'est censé être son nom en VO. Mais ouais, c'est très lourd. C'est très lourd de le voir s'immiscer régulièrement, faire son petit délire, et la plupart du temps, se rendre compte que les scénaristes tiennent absolument à le mettre tout le temps en avant,
comme si c'était le nouveau Saint Graal, alors que non, quoi. Donc ouais, c'est la pire partie en termes de personnage de cette série pour moi. Et le second personnage à être introduit est beaucoup plus intéressant, c'est Vincent Von Spectre, ou Vincent Von Ghoul, selon la version que vous suivez, joué par Vincent Price, un comédien très célèbre de son époque, hein, et très intéressant le personnage parce que c'est le plus sérieux, le magicien qui a des capacités très variables selon les besoins du scénario là aussi, qui est là un petit peu pour servir de mentor, qui aide un petit peu le groupe de façon plus ou moins directe. Des fois, elle est juste dans son château, très loin, à faire « Hey, ça serait bien que vous fassiez ci, ça, je vous surveille un petit peu, faites gaffe ». Et des fois, il participe directement, ça dépend des jours, ça dépend des épisodes. Mais on en parlera aussi, ça, de la continuité des épisodes. Tiens, on en parle tout de suite. Ouais, les épisodes s'enchaînent avec très peu de fil rouge, vraiment pensé ou quoi que ce soit. Il y a de temps en temps quelques personnages de méchants, de monstres qui réapparaissent histoire de dire « Ah, vous vous souvenez, ils existaient, ceux-là », mais c'est très rapide. Et la plupart du temps, c'est juste le monstre du jour avec notre groupe qui, je sais pas, vit tranquillou. Et tiens, il y a le monstre du jour qui apparaît, on fait avec le monstre du jour, quoi. Avec des règles qui changent tout le temps. J'aurai l'occasion de me pencher en détail sur certains points, mais par exemple, il y a la boule de cristal de Vincent Van Spectre qui permet de situer la proximité, l'endroit où se trouvent certains spectres. Donc, pour qu'ils retrouvent les fantômes et qu'ils les capturent. Et tu te dis, cool, ah, ça c'est bien, il a le truc. Et des fois, il se rend pas compte que nos héros se font piéger par ces mêmes fantômes sans le savoir. On se rend quelque part, bon, on pense pas aux fantômes, on fait notre truc de groupe, tranquillou, parce que, ouais, on passe d'un endroit à un autre, il se passe un certain temps entre chaque épisode, et Fred et Vera ne sont jamais là. Ils restent à Honolulu tout le temps. C'est ça le truc. C'est très bizarre, ça. Enfin bref. Ils vivent un truc banal pour eux, mais c'est un piège des fantômes, et la moitié du temps, il y a Vincent Von Spectre qui ne fait pas gaffe à ça, alors qu'il devrait repérer qu'il y a les spectres là, qu'il y a un des spectres principaux à capturer, mais non. C'est très mal pensé. Il y a beaucoup de détails, j'essaie de garder en tête la plupart des détails lorsque je ferai le détail des épisodes par épisode, mais il y a beaucoup de trucs qui me gênent un petit peu. Et ouais, au-delà de ça, Vincent Van Spectre est quand même plus intéressant parce que j'aime bien la dynamique qu'il crée dans ses réactions plus sérieuses avec le Scooby Gang. Il est moins lourd que Flim Flam de loin. Et ouais, il a des dynamiques sympathiques. C'est lui qui apporte les moments de réaction les plus drôles de cette série parce que voilà, la plupart du temps ça fait vaguement sourire sans plus. C'est le seul qui me fasse un tout petit peu rire dans quelques réactions qu'il a. Tout ceci commence vraiment à devenir très horripile. Pas beaucoup non plus, faut pas exagérer, mais c'est déjà un plus. Sinon rapidement les personnages, c'est les trucs typiques qu'on connaît bien. Avec Scrappy-Doo qui est un petit peu en retrait, Sammy et Scooby qui sont les Sammy et Scooby habituels, qui font des jeux de mots stupides comme d'habitude et sont des ventres sur pattes. Non, je joue pas des masses là-dessus, j'avoue, mais voilà, c'est très typique. Et puis il y a Daphné qui s'arrête là. J'en parle rapidement, mais Daphné sert à rien. De temps en temps, elle dit à Sammy et Scooby, allez, ressaisissez-vous, et un peu de courage. Mais sinon, au-delà de ça, elle sert à que dalle. Absolument à que dalle. C'est dingue. La seule fille, et elle participe un peu au délire de temps en temps, ce qui fait un peu tâche, parce que justement, un truc de Daphné, en tout cas, ce qui fait que ça marche un peu pour moi, c'est que Scooby et Sammy ont leur petit délire, et le reste du Scooby Gang, non. Et ben non, Daphné participe au délire quand elle veut, de temps en temps, et je trouve que ça passe pas des masses. Ou alors, elle aurait pu davantage jouer là-dessus, mais étant donné que elle est totalement effacée dans l'histoire, ça passe pas des masses, quoi. Ça aurait pu passer, je sais pas, dans la version un peu plus récente de je sais plus quelle série que j'ai vue de temps en temps. J'ai été un petit peu critique rapidement dans ma critique de Scooby-Doo 2 en disant ouais, c'était pas fameux, mais après avoir vu plus d'épisodes, j'avoue que c'est pas si mal. C'est plutôt marrant cette série. Et ouais, Daphné, cette version de Daphné aurait pu passer dans ce délire-là, mais pas la version qu'on a dans cette vieille série, quoi. Là, elle fait tapisserie, cette Daphné.
Et ça me ramène au dernier point qui fait que j'ai pas particulièrement envie de traiter les vieux films Scooby-Doo, c'est que il y en avait que pour Sammy et Scooby, et les persos de passage, mais le Scooby Gang était tellement en second plan, il y a même des films où le reste du Scooby Gang n'était pas là du tout. Du tout, il n'y avait pas Vera, Daphné, Fred, et on s'en foutait royalement d'eux. C'est nul à chier, on s'en fout, c'est Sammy Scooby. Et c'est super lourd parce que ce qui me plaît dans le Scooby Gang, c'est le Scooby Gang en entier, pas juste Sammy et Scooby. Si vous voulez vous centrer seulement sur eux en disant les autres on s'en bat les couilles, eh ben je m'en bats les couilles de votre film quoi. Il y a certains films, c'est vraiment que ça, quoi. Et le plus connu du lot, il me semble que c'est une histoire de course de voiture entre différents monstres en tout genre, ghouls, vampires, loups-garous, tout ça, tout ça. Et il y a Sammy et Scooby qui participent, parce que pourquoi pas. Je ne me souviens plus exactement, j'ai pas regardé le film, quoi. J'ai juste vu un résumé rapide, et je me dis, ouais, pourquoi le reste du Scooby Gang participe pas? C'est quoi le truc? Non, on s'en fout de ça. J'ai du mal avec ça, j'ai vraiment du mal avec cette approche-là, ce qui fait que ouais, les vieux films, en plus du côté kitsch technique, ne me donneront jamais envie. Maintenant que c'est dit tout ça, le topo est fait, on va parler en détail, enfin en détail, je vais pas non plus vous faire un résumé en réac très détaillé, mais un tout petit peu quand même, de chaque épisode, en commençant par l'épisode 1, l'introduction, qui commence sur l'introduction des deux autres persos récurrents dont j'aurais pu parler un petit peu avant, c'est-à-dire deux fantômes guignols, qui garde le fameux coffre aux 13 fantômes qui est dans un vieux manoir où il n'y a personne, parce que voilà, c'est cette espèce d'objet magique qui renferme ces 13 fantômes, ces 13 monstres, et qu'il faut pas relâcher, il n'y a personne qui surveille ça. Bon, ce genre de truc, c'est pas grave, si je vais dans le détail à ce niveau-là, c'est même pas la peine, ça va durer 5 heures cette vidéo. Ils se disent, ouais, ce serait cool qu'on les libère, comme ça on serait dans leur gang, on serait considérés comme des super fantômes, et rassure-toi, ce coffre sent qu'il y a des humains qui arrivent, qu'il n'y a que des humains qui peuvent ouvrir ce coffre, et je sens qu'en particulier, il y en a deux qui sont spécialement idiots. Et ces humains en question, c'est Scooby, Sammy, Daphné et Scrappy-Doo, qui se rendent en avion à Honolulu, mais comme Scooby-Doo a mal lu la carte, eh ben ils sont en Himalaya. Pas la même chose, c'est pas la même température. Et ouais, il y a les deux fantômes qui utilisent des super pouvoirs magiques qu'ils n'utiliseront qu'une seule fois pour faire cracher leurs avions, parce qu'ils peuvent faire ça. Enfin, ils peuvent faire ça une seule fois, après ils n'utiliseront plus jamais un pouvoir de ce type-là. Donc ils font tomber l'avion et qui s'écrase, ils tombent dans une petite, un petit bourg avec des villageois ultra typiques qui en veulent à flim-flam, parce que voilà, il se barre là, et il fait ses petites combines pour vendre ses produits miracles, notamment une espèce d'élixir magique qui peut tout accomplir, et les gens ont un petit peu marre de lui. Donc il y a l'avion qui atterrit à ce moment-là en catastrophe, il est pris là-dedans, flim-flam, ils se font un petit peu chambrer par tout le monde, il se rapidement capturé, vous devez vous barrer au plus vite de cette ville avant la tombée de la nuit. Et dire ok, très bien, ben on se rend vers notre avion pour se barrer, parce que bon, pour l'instant on n'a rien de spécifique à faire, seulement leur avion il est plus là. Les fantômes, qui sont ultra forts, ont réussi à le faire entrer dans le manoir, je ne sais pas comment. Si ça n'est pas montré, ils ont fait entrer l'avion comme par magie dans le manoir, par une petite fenêtre, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Et afin de les attirer. Seulement, alors, dans une mise en scène un petit peu grossière, l'endroit est un peu fermé à clé, donc il y a Flim-Flam qui dit « Hey, je connais quelqu'un dans le coin, c'est un super pote, c'est le professeur Von Spectre qui pourrait nous aider avec ce truc magique. » Et donc, ouais, ils viennent le voir, et il leur dit donc qu'il se trouve là, dans un bar du coin, parce que pourquoi pas. Il leur dit « Oui, vous pouvez y aller, mais faites gaffe, la nuit, tout le monde se transforme en loup-garou ici. » T'es au courant, tu vis dans cet endroit depuis un certain temps, enfin tu as parlé avec Flim-Flam, donc tu le connais un petit peu, donc tu vis ici, pourquoi tu te rends là régulièrement en fait mec? Mais bon, on n'a pas le temps de dire grand chose que la nuit commence à tomber et que les habitants du coin qui ont transformé Vera en loup-garou elle aussi, parce que je ne comprends pas pourquoi. Pour le plaisir d'en avoir une autre avec, je ne sais pas, et ils se transforment en loup-garou, se mettent à attaquer Sammy, Scooby, Scrappy-Doo et Flim-Flam, et qui se barrent un petit peu pour se re-rendre au niveau de ce manoir-là, et en se barrant, ils finissent par se rendre un peu sous terre, sous une plaque d'égout, où il y a Daphné qui les suit,
et grâce à son espèce d'élixir miracle qui sort de ses fesses, Flim Flam la fait se retransformer en humaine. Et vous expliquez pas ça plus que ça, quoi. Il va réutiliser son truc sur les autres habitants pour tous se libérer, ils seront super contents, mais personne. D'où ça sort ce truc? Magie, ta gueule, c'est magique. Ça va être le topo de cette série. Ils sont tous contents. Ils diront ouais, on voulait vous faire partir parce que on voulait pas que vous nous voyiez comme ça. C'est pour ça que vous avez transformé Daphné. J'ai pas compris. J'ai pas compris cette partie-là vraiment. Vous passiez juste pour des connards de faire ça, mais maintenant que vous êtes libérés, vous êtes plutôt gentils. Et pendant toute cette tumulte, il y aura Sammy et Scooby qui se seront rendus dans le château en se barrant face au loup-garou et qui seront attirés vers une pièce par les deux fantômes qui feront une parodie de jeu télévisé pour les piéger et prendre le coffre. Sauf que c'est pas logique puisque ce jeu télévisé, c'est vous avez le choix entre votre avion, des tas de nourriture pour chiens et un coffre inconnu. Pourquoi ils choisiraient automatiquement le coffre? Parce que le scénario le veut, voilà. Donc ils choisissent le coffre. Ils auraient pas juste pu dire, il y a un super coffre, ça brille, ouvrez-le, il y a un grand trésor dedans. Non, vous faites tout un délire, ce qui vous fait perdre du temps, les gars. Mais c'est pour la blague, une fois de plus. Voilà, c'est ce genre de mise en scène cartoon kitsch qui est pas des masses pour moi, une fois de plus. Donc, bref, ils ouvrent le coffre, bien entendu, à la dernière seconde avant qu'on les prévienne, et à cause de ça, ils libèrent tous les fantômes. Et donc, ils se sentent un petit peu mal, Sammy et Scooby, et il y a Vincent Von Spectre qui apparaît pour leur dire à cause de vous, les 13 grands méchants fantômes sont libérés dans le monde, vous devez les capturer vous-même. Seuls ceux qui les ont libérés peuvent les recapturer. Ce qui est n'importe quoi. Parce qu'on dit que c'est Sammy et Scooby qui les ont libérés, donc c'est à eux de les capturer dans le coffre. Et à plusieurs reprises, ce sera pas Sammy ou Scooby qui utiliseront le coffre pour les capturer. Des fois, ce sera Flim Flam, des fois, ce sera Vincent Van Spectre. Eux n'ont pas participé directement à leur libération, mais ils peuvent quand même les piéger là-dedans. Donc, une autre règle que vous ne respectez pas, vous faites un petit peu n'importe quoi, mais voilà, c'est la fin. Pour l'instant, c'est la fin. Ça met en place le fait que Sammy et Scooby et le gang va s'occuper de capturer 13 fantômes, alors qu'ils sont tombés dans une ville qui était transformée en loup-garou parce que, voilà. Il me semble que c'est une explication rapide. Il se barre en avion grâce à l'élixir magique de Flim Flam qui sert également de carburant parce que TGCM une fois de plus. Et ça va lancer sur les épisodes suivants que j'espère résumer un petit peu plus rapidement. Alors, l'épisode suivant va se centrer sur McDor, si j'ai bien suivi, qui est une sorte de fantôme magique. C'est des spectres, mais à moitié des spectres. Il y en a certains, c'est des vampires, d'autres, c'est des ghouls. Là, c'est plutôt une sorte de ghoul, j'ai envie de dire. Donc, fantôme au sens ultra large du terme, hein, quand on dit les 13 fantômes de Scooby-Doo. Hein. Donc, oui, ce gars cherche une louche sacrée et qui lui donnerait des tas de pouvoirs, parce que, bien entendu, une louche sacrée, pourquoi pas, hein. Et oui, il va y avoir notre groupe qui sera dirigé par Vincent Van Spectre, qui va suivre ça dans leur van. Ils passeront de leur avion à leur van, comme ça. Maintenant, et qui vont suivre un petit peu cette piste. Et là, ça va être assez direct pendant une petite période de temps. Il y a, à un moment donné, ils arriveront dans une forêt où il fera revivre les arbres en mode film d'horreur. À un moment donné, il va transformer un lapin en dragon. À ce moment-là, il y aura même un petit brisage de 4e mur avec une référence au public mécontent, une petite pause. Hey, nous avons un petit envoyé spécial sur cette espèce de mère de famille qui est contre l'idée de montrer un dragon parce que c'est dangereux. Ah, quel modèle pour nos enfants. Et c'est un peu marrant. C'est un peu marrant la réaction de Scrappy-Doo en disant « Ah, vous êtes pour le chômage et dragons, c'est ça, mesdames ?» C'était un petit peu marrant, ça. Enfin bref, ils finissent par être capturés. On les surveillera pas plus, évidemment, parce qu'on est con. Et sur le cachot, va y avoir le magicien qui est responsable de la louche sacrée qui s'appelle Barbapapa. Je suis Akraz, dit Barbapapa. Qui
leur dira qu'il est enfermé ici parce que il n'a pas voulu donner l'emplacement de sa louche. On l'a pas interrogé plus que ça parce que c'est des fantômes de merde, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, ils s'en sortent pas très bien. Et il l'avait pas vu parce qu'il est Miro, qui avait une voie directe pour se barrer. Suite d'une blague. Et en se barrant, il y aura Scooby-Doo qui tombera sur la louche avec Sammy de façon très fortuite, et ça leur permettra de faire des tours magiques. Enfin, d'abord ils essaieront de bouffer parce que voilà, ils adorent bouffer, mais après ils seront face au grand la liche, je sais pas trop quoi, qui essaiera de les combattre. Scooby-Doo se battra avec la louche magique en faisant certains trucs, et à la toute fin il l'attirera en se transformant en petite mouche pour qu'il se transforme en grenouille et qu'il soit assez petite pour entrer dans le coffre. Voilà. Alors qu'il aurait juste pu se transformer en autre chose de plus gros et ça aurait pas marché, mais bon, hein, ils sont un petit peu bêtes. De toute façon, cet épisode, le méchant était puissant mais assez bête. Ça a aidé, hein, ça compensait le principe. Cet épisode était très passable dans la moyenne globale, mais ça mettait en place une petite routine qui donnait l'impression de pouvoir être un petit peu le truc habituel, mais qu'on n'aura pas tout le temps. Ça changera pas mal les mises en place, les mises en scène durant les épisodes qui suivent, et je peux un peu apprécier ça. Le suivant démarre sur une ombre qui attaque le château de Vincent Van Spectre pour faire en sorte qu'il ne puisse pas aussi bien communiquer avec le groupe, alors que le groupe est un petit peu en chemin vers une autre présence fantomatique qui a été perçue sur le Mont Chauve. Et non, ce n'est pas Chernabog, c'est moins classe que ça. Voilà, il y a ce fantôme ombre qui viendra les embêter régulièrement. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce truc-là, hein. Ça a l'air d'être le fantôme du jour. Ce ne sera pas exactement le cas, comme on le verra. Et suite aux petites informations que peut leur donner Vincent Van Spectre, je veux dire Vincent tout court, au bout d'un moment c'est chiant, hein, faut dire ça. Suite aux informations que Vincent pourra leur donner, le groupe se rendra au Mont Chauve en sachant qu'il y a une réunion de fantômes afin de prendre le coffre, parce que le coffre a été un petit peu attrapé par le fantôme Spectre, et ils veulent faire en sorte que durant cet événement, et ça fait partie des cas qui sont un petit peu gênants, durant cette nuit, ils pourront ouvrir le coffre et libérer le spectre qu'ils ont déjà capturé. On en parlera un peu de ce petit détail-là. Donc, ils s'y rendent, et en s'y rendant, ils verront que c'est pas gardé par l'ombre spectre, mais par une femme vampire qui peut changer de forme. Et par c'était quoi cette merde, je me souviens plus exactement, c'est une espèce d'animal de compagnie un petit peu monstrueux, quoi. Et c'est une réunion des monstres en question, alors qu'ils se feront passer pour des femmes de chambre. Ce sera très vite coupé, cette couverture. Il y a énormément de moments où on se déguise pour faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, et pas que du côté des héros, hein, du côté des deux fantômes débilos aussi, qui sont pas présents dans les premiers épisodes, pas tant que ça, mais au bout d'un moment, d'ici 2-3 épisodes, on se dira, ok, tous les épisodes, on les montrera, ceux-là. Parce que c'était les sidekicks comiques de méchants qu'on voulait montrer à chaque fois, je sais pas. Et donc au début, c'était un peu rafraîchissant de pas les avoir tout le temps, mais après, c'est vite retombé, hein. Donc, ouais, c'est une réunion de cette femme qui s'appelle, comment elle s'appelle, excusez-moi, j'ai pas tout par cœur, et puis Morbidia, voilà, c'était toujours des noms très recherchés, ça. Morbidia, qui a organisé cette rencontre dans son manoir avec des tas d'autres fantômes qui ne sont pas parmi les 13 fantômes. Je me suis dit, ça aurait pu être super malin de faire en sorte que vous capturiez un seul fantôme ce coup-ci, mais que vous ayez un aperçu de tous les autres fantômes possibles qui pourront combattre plus tard. Vous voyez, ça va dire, hey, on a prévu ça, on voit là un fantôme ci, un fantôme comme ça, mais non, c'est juste sur le coup, quoi, des fantômes lambda qui réapparaîtront plus après. C'est vraiment dommage que vous n'essayez pas de jongler un peu plus sur
les possibilités de votre configuration. Donc, ouais, elle a un petit peu organisé cette réunion. Elle capture vite Sammy, Scooby et le gang et les met en prison également une deuxième fois. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas tous les épisodes. Mais bon, en prison, ils découvriront le baron de ce manoir, qui le possédait il y a peu de temps, qui a des pouvoirs magiques lui aussi, parce que l'ombre qui a piqué le coffre, eh ben, c'est la sienne. Voilà, et au bout du compte, Morbidia et compagnie n'ont pas mis la main sur le coffre, mais c'est lui. Il a fait en sorte de faire ça pour attirer Sammy et Scooby là. Et s'il a un petit peu dérangé l'orbe magique de Vincent, c'est parce qu'il voulait pas qu'ils les préviennent de pas s'y rendre. Sauf qu'il les aurait prévenus de s'y rendre, puisqu'il y a un fantôme à capturer ici. Donc ouais, t'es pas au courant vieux, t'es pas trop au courant vieux. Enfin bref, ils se mettent un petit peu d'accord pour se battre contre... eux, et ils finissent par se barrer avec le coffre alors qu'ils sont poursuivis par tout le monde, et il y a Vincent qui vient les aider sur un tapis volant. Voilà, il participe activement dans pas mal de scénarios, c'est cool. J'avais un peu peur que ce soit juste le gars qui soit juste là pour dire hey, faites ci, faites ça dans une boule de cristal, et puis qui participe à que dalle. Non, il participe régulièrement. Pas tout le temps, des fois c'est un petit peu forcé quand je justifie qu'il participe pas, mais il participe régulièrement, donc ça fait plaisir. Donc il se barre un petit peu contre tout ce gang de monstres en tout genre, fantômes surtout, mais vampires, on va plutôt dire vampires. Et ils auront comme idée de savoir que d'ici la tombée du jour, ils ne seront plus puissants. Et donc, pour les blouser, on va faire un long chant afin de gagner du temps, le temps que le jour se lève, et pile poil ça marche, ça marche. Tout le monde finit par se barrer parce que, ah mon dieu, la lumière du jour! Nous ne sommes pas tous des vampires, donc ça ne devrait pas nous faire tant d'effets que ça à tous, mais oh mon dieu, la lumière du jour! Et à la fin, Morbidia finira par être suffisamment affaibli pour être piégé dans le coffre à son tour, et donc deux de fait. Cet épisode, c'était le même principe que le précédent. C'était pas trop mal dans l'idée, trop kitsch dans la mise en scène pour apprécier particulièrement. Le suivant va être un tout petit peu plus gênant pour moi. Ça se passe à Marrakech, un peu dépaysant. Bon, un petit peu cliché sur les bords, mais on aurait pu faire largement pire, je trouve, dans la représentation du coin. Et ils se rendent là-bas parce que, une fois de plus, il y a Vincent qui a repéré la présence d'un fantôme ici. Attendez, c'est les deux fantômes débilos qu'ils ont attirés ici en se faisant passer je ne sais trop comment pour Vincent. J'ai pas compris comment ils ont fait ça d'ailleurs. Mais ils les ont intéressés pour les piéger, puisque le prochain grand fantôme, je sais pas si j'ai retenu son nom, ce gars-là, c'est juste un miroir méchant en fait. C'est une espèce d'esprit dans un miroir qui capture les gens à l'intérieur. Et donc il veut faire en sorte de les attirer pour qu'ils soient piégés et qu'ils reprennent le coffre pour pouvoir libérer les leurs. Et donc ce coup-ci, il n'y a pas de date précise. Chaque fois qu'un méchant fantôme ouvre un coffre, il peut libérer les siens et avoir plus de pouvoir ou un truc comme ça. Je mets super clair les règles, mais bon. Et ouais, le principe, ça va surtout être de voir notre groupe échapper de façon très fortuite à chaque fois à l'emprisonnement, puisque quelqu'un d'autre se fera prendre. Au début ce sera une concierge parce que les deux fantômes sont trop débiles pour voir que c'est pas eux. L'autre fois, alors ce sera... Il y a une convention, comme par hasard, de chasseurs de fantômes, où il y a que deux intéressés qui seront un petit peu mis en avant, donc voilà, c'est pas très recherché. Et un, il est ultra flippant dans son design, quoi. Waouh, c'est quoi cette image des roues une fois de plus? Donc ils se feront capturer à leur place parce qu'ils voudront avoir la main sur le fantôme à leur tour. Et au bout d'un moment, ce sera notre groupe qui sera capturé après un certain temps pour pouvoir s'en tirer grâce à une sorte d'objet magique qui sera donné par un inconnu. Il y a Daphné qui se fera donner un objet magique par un inconnu, et cet inconnu lui dira il faudrait que vous lisiez ce qu'il y a dessus en temps voulu. Elle ne comprend pas, c'est illisible. Ah, attendez, si je retourne, c'est écrit correctement. Ah, j'ai lu ça à l'envers, il fit cogne, je suis pas vraiment blond, mais on va dire que tu l'es sur le coup. Et en lisant ça, ils sont libérés du miroir et peuvent faire en sorte de le capturer. Cool. Grâce à des petits délires
d'achat qu'a fait Flim Flam dans ce troquerie, parce que c'est vraiment un truc de troc presque, il parvient à capturer le fantôme, il fait son numéro, c'est un des pires numéros musicaux de cette série, et tout le monde est content. Et ouais, quoi, cet inconnu qui a donné cette espèce d'objet magique qui sortait de nulle part à Vera, qui a sauvé la situation, il y a beaucoup de Deus Ex Machina, de trucs super magiques qui sauvent facilement la chose, et ben en fait c'est Vincent, qui s'est pas montré parce que... J'ai pas compris pourquoi il s'est pas montré, mais si les méchants avaient su que j'étais là, ils se seraient montrés plus précautionneux. Non, ce sont des méchants débiles, ils se seraient pas fait plus gaffe, hein, je te jure. Mais bon, ouais. C'était pas fameux, hein. C'était un peu forcé sur les bords, le pouvoir du méchant. Sur le long terme, sur un épisode de 20 minutes, ça s'épuisait assez vite, et on mettait beaucoup trop en avant Flim Flam. C'est à partir de cet épisode que Flim Flam a commencé à m'agacer sincèrement. Parce que son délire, je marchande, regardez-moi comme je me débrouille bien avec tous les objets, j'ai ma chanson dédiée à moi, à ma gloire, tout ça, c'est chiant. C'est là qu'il a commencé à m'irriter pas mal, Flim Flam. Épisode 5, là notre groupe se pose tranquille, on fait une petite soirée film d'horreur en pleine nuit. Et durant cette soirée film d'horreur, il s'apprête à voir pour la je ne sais combienième fois, et avec tout le monde, hein, il y a tout le monde, il y a Flim Flam, il y a Vincent, il dit ouais, je vais regarder ça avec vous, hein, cool, on se prépare un petit peu de popcorn, tout ça. Il y a Scooby-Doo qui a rangé le coffre au fantôme dans un coffre-fort particulier avec un système de sécurité, on en fait des caisses dessus. Tout ça pour une sorte de rebondissement, vous verrez plus tard. Et donc, il s'apprête à voir le film, alors c'est quoi déjà le nom de ce truc? Le fils de la fiancée du fantôme de Frankenstein. Donc, bien entendu, parodie de titre. Le problème que j'aurais avec ça, c'est que le film, lorsqu'on va s'y pencher un petit peu, c'est Frankenstein, quoi. C'est pas le fils de la fiancée du fantôme, du beau-frère du truc Mushmaggle, c'est Frankenstein direct, quoi. Je sais pas pourquoi vous partez sur ce délire-là, quand au bout du compte, vous n'essayez pas de jouer sur ce titre. Parce qu'on va pas mal se centrer sur ce qui se passe dans ce film, sur le principe. Pour pas grand-chose, hein, pour rien au passage, mais voilà. Seulement, donc, alors qu'il s'apprête à voir ce film, il va y avoir un petit peu le fantôme du moment qui va arriver, qui s'appelle... Zomba, voilà. Zomba, c'est un fantôme qui apparaît dans la télé et qui les attire, qui les aspire à l'intérieur du film par son pouvoir magique. Et pendant qu'ils seront pris dans le film, le fils de la fiancée du truc muge de Frankenstein, il va essayer de chercher un petit peu le coffre dans le monde réel, alors que notre groupe va devoir s'en sortir, alors qu'il y a tout le monde ici. Et donc, du côté du film, il y a rien de très intelligent qui se fait du côté de nos héros, à part le fait qu'ils se disent on va rentrer dans le délire, on va jouer nos personnages. Il y a le docteur Frankenstein et son assistant qui sont en train de se barrer face à une horde en colère. Ils disent allez, vous mettez notre attirail, vous prenez notre place, on en a marre de se faire pister chaque film. C'est la millième fois que ça arrive, merde, ok. Et tout le monde dit ok, on va jouer les rôles, on va partir du principe que Frankenscoob, c'est Scooby et Scrappy qui prennent les rôles, si je ne me suis pas trompé. Frankenscoob qui partira dans son délire, et Sammy et Daphné, et même un petit peu Flim Flam, pas tant que ça, mais un petit peu, qui partiront dans ce délire. Allez, on va jouer des rôles, Flim Flam jouera le metteur en scène, alors qu'on en a rien à foutre. Et ça sert à rien. Ça sert à rien à part amener la fameuse créature qui changera de veste régulièrement pour le principe de la mettre en avant. Mais ça sert à rien de faire ça, quoi. En fait, des caisses là-dessus, tellement ça sert à rien. Et parallèlement, Vincent, le seul qui essaye de faire quelque chose d'un sens un peu productif dans cette histoire, essaiera d'utiliser sa boule de cristal pour les renvoyer dans la réalité, seulement c'est un petit peu difficile. Et pendant ce temps-là, il y aura Zomba qui fouillera un petit peu la maison, qui trouvera assez vite le coffre-fort. Ce sera pas aussi simple et il y aura un petit peu de mal la première fois, mais il finira par mettre la main sur le coffre. Ah mon Dieu, il va libérer les 13 fantômes, là là. Mais non, ce n'est pas le vrai coffre, c'est un faux coffre, made in China ou je sais pas quoi. Parce que depuis le début, Flim Flam l'avait sur lui.
Alors, je ne sais pas s'il a des poches magiques ou s'il a un rectum excessivement large, mais bravo, hein. Et la fausse piste était super zarbe. Je vous casse pas qu'elle était super zarbe. Donc, ouais, ça amènera le méchant, la méchante Zomba à se rendre à l'intérieur du film avec eux. Gros délire. Il y a un moment donné, le monstre de Frankenstein passera du bon au mauvais côté. Scooby-Doo, étant donné que c'est sa création dans un certain sens, dire ah, il faut que je l'aide parce qu'il est pris sous les décombres. Il fera une référence à Popeye. Parce que pourquoi pas. C'est même qui possédait ça, j'imagine. Ouais, il le sauvera, ce qui fait qu'il les aidera vaguement. Et quand je dis vaguement, c'est vaguement, je trouve ça assez juste, on aurait pu faire ça, pour pouvoir faire en sorte de l'enfermer à l'intérieur du coffre et de défaire son sort de façon à ce qu'il s'en tire. Et de façon magique, pas très logique, il y aura également le monstre de Frankenscoob qui sera libéré dans le monde réel et qui ne réapparaîtra plus par la suite. Je me suis dit, tiens, ce délire, est-ce que vous allez jouer là-dessus? Non, la continuité d'épisode à épisode, on s'en bat les couilles, hein. On s'en bat royalement les couilles. Il y a des fois, Vincent, il est tranquille dans un petit appart, juste histoire d'eux, et des fois, il est dans son château à faire autre chose. Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Donc, à cet épisode, le concept est pas trop mal, je suis pas super fan de comment vous le gérez, une fois plus mise en scène, quoi. Et il y aura un épisode de ce même style-là, mieux fait plus tard. Quand je dis mieux fait, c'est pas extra non plus. L'épisode 6 commence sur Scooby-Doo qui est en état de stress. Première nouvelle, il n'y a absolument rien de tout ça qui est instauré un peu dans l'épisode précédent. Et même au début de cet épisode, tout d'un coup, il est en stress, il a besoin de vacances parce que ouais, il a trop peur des fantômes. Et donc, il vient de voir une agence de voyage pour préparer une petite croisière. Et la croisière en question, on la met en place. Une croisière qui est menée par le capitaine qui a un nom assez précis. Bienvenue à bord, je suis le capitaine Titanic. Bienvenue à bord de notre vol, je suis le capitaine 11 septembre à votre service. C'était quoi cette référence? Limite de mauvais goût. Enfin bon, ouais, le capitaine Titanic qui, au-delà de son nom, ne paye pas trop de mine et ça va surtout être un petit délire des deux fantômes dont j'ai finalement appris le nom dans cet épisode. Je crois qu'on aura eu le dernier mot, mon cher chair de poule. Et comment, mon cher frisson? Ouh, c'est très recherché aussi. Je suis sûr que c'est un petit peu plus recherché dans la VO, mais bon, on se fait avec la VF, quoi. Hein. Donc, c'est majoritairement, durant la première moitié, un délire des deux fantômes qui veulent faire peur exclusivement à Scooby-Doo, en se faisant pas voir par les autres, histoire de le rendre un peu taré. Et je trouve que c'est le plan le plus sournois qu'ils auront de toute cette série. Je trouve ça particulièrement vache de s'en prendre à ce pauvre gars qui est déjà un petit peu pressé par ce qui lui arrive, même si ça n'a pas du tout été amené avant le début de cet épisode, mais bon, on va jouer là-dessus, pour le faire complètement paniquer en se croyant un petit peu fou alors que les autres verront rien. Et ce que j'aime bien avec ça, parce que c'est mon épisode préféré, cet épisode 6, hein, je lis tout de suite de toute cette liste, ce que j'aime bien avec ça aussi, c'est que c'est aussi une excuse pour servir de fausse piste, une excuse plutôt bien faite, puisqu'ils se rendent dans cette croisière, sans en faire part évidemment à Vincent qui sera juste en communication par sa boule de cristal, et Vincent qui leur dit je sens la présence de fantômes à proximité de vous. Et bon, une fois de plus, le gars fait gaffe à rien, mais dans un sens... D'une part, il n'y a pas vraiment de 13 fantômes là-dedans, il n'y a aucun membre des 13 fantômes à proximité, en dehors du coffre qu'ils ont amené avec eux, et surtout, ça met en place la fausse piste que les fantômes en question, ça doit être les deux blaireaux de service qui font peur à Scooby-Doo, c'est eux. La croisière, en dehors de ça, a l'air tout à fait normale, tout le monde fait son truc tranquillement, on se rend en direction les îles Bermudes, donc déjà, on devrait faire un peu de tilt sur certains points, mais au-delà de ça laisse suffisamment dans le vague pour pas qu'on ait directement l'idée « Ah, ça va forcément être ça ». Parce que le principe, c'est que tout le bateau qu'ils ont pris, c'est un vaisseau fantôme. C'est un tas de fantômes qui ont organisé cette excursion pour mettre la main sur le coffre, libérer les 13 fantômes qui y sont et être un petit peu bien vus par le grand de tout ce qui est spectral, quoi. Et oui, ça m'a un peu surpris sur le coup.
Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Je pensais que ce serait peut-être plus que ces deux fantômes débiles. Je pensais qu'ils tomberaient sur un vaisseau fantôme en chemin ou un truc comme ça, ou ils seraient attirés sans le vouloir par le triangle des Bermudes, mais non, c'est le vaisseau entier qui est un vaisseau fantôme. Je l'ai pas vu venir. C'était suffisamment subtilement amené pour que ça me prenne un peu par surprise. Donc, c'est un gros point bonus, parce que le reste du temps, ça se voyait venir à des kilomètres pour moi. Peut-être que c'est juste moi sur le coup qui n'ai pas été très vif d'esprit. C'est pas impossible, hein. Mais bon, ouais, c'est un vaisseau fantôme. Il se dirige vers le triangle des Bermudes, où il y a un puissant courant magique qui fera en sorte de libérer les esprits du coffre, parce qu'une fois de plus, ça change d'épisode en épisode. Ça, des fois, on peut l'ouvrir comme on veut, des fois, non. Il faut qu'il y ait certaines conditions particulières, et en entrant dans cette zone de triangle des Bermudes, et ben ça commence à se faire, quoi. Le coffre s'ouvre, il y a les spectres présents qui forment une espèce de tout, de monstres tout, pas tous les monstres en même temps, ce qui est plus pratique dans un sens pour l'attraper après coup, puisque au bout d'un moment, va y avoir Vincent qui utilisera sa magie pour faire dévier le bateau, parce que bon, il y a eu un problème, sa magie n'était pas bien captée, mais il a fini par arranger la chose, suivant certaines règles aussi, et faire en sorte que ce soit plus le triangle des Bermudes, et même au bout d'un moment, faire en sorte de capturer le fantôme, et faire en sorte que les fantômes ne soient plus présents. Ce qui fait que donc tout le bateau finit par être disparu, et il se retrouve à la mer, et Scooby-Doo sait un petit peu parce qu'il a une bouée sur lui, il a beaucoup de trucs sur lui. Scooby-Doo qui a un arc intéressant, la première moitié, la seconde moitié c'est plus léger, disons que je ne m'attends pas à quelque chose de grandiose, mais vous faites un petit peu quelque chose quand même dans cet épisode. C'est celui qui promet le plus, qui donne le plus, je trouve, en termes de recherche. Même si c'est pas fameux, mais c'est peut-être le seul que j'ai apprécié de voir de façon non ironique. Donc, le point bonus pour celui-là. Ça va être très long cette vidéo. Épisode 7, il y a un congrès annuel des magiciens où Vincent reçoit le prix du plus grand magicien qui soit. C'est super pour lui. Je dois avouer que des fois, il a des stores qui déchirent un petit peu. Et donc, on fait la rencontre de quelques personnages pas particulièrement marquants, à part un qui s'appelle Victor Houdini. Ah, la version française, hein. Et lors de ce congrès, il y a un des 13 fantômes, une femme fatale, une sorte de méduse, parce que lorsqu'elle revêt sa forme réelle, je crois, c'est très rare, il y a des serpents qui lui poussent de sa tête. Et son truc à elle, c'est d'être une super charmeuse. Elle charme tous les magiciens les vendredis 13. Tous les vendredis 13, elle charme un magicien. Elle a ce super pouvoir ultra puissant, tous les magiciens, ils tombent sous son charme. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Elle fait appel aux deux fantômes blaireaux pour l'assister qui serviront à rien. Et son truc à elle, c'est de charmer tout le monde, en particulier Vincent, qui résistera un petit peu parce qu'il aura vu venir la chose. Il y aura Flim Flam qui fera chier le monde en disant hey, je vais forcer un peu les choses parce qu'il pense que c'est juste des amoureux qui sont plus depuis un certain temps. Et il finira lui-même par être conquis par sa magie, et elle a le pouvoir aussi d'aspirer la force magique des gens en les embrassant. Et donc, il y aura notre gang qui essaiera de faire quelque chose contre ça, mais qui mettra des bâtons dans les roues rapidement, de façon gaguesque de temps en temps, alors que ouais, elle fera pas grand-chose de plus. Le sentiment que son pouvoir, c'est juste de manipuler les magiciens, mais pas plus que ça. Tandis que ça progressera un petit peu. Vincent finira par accepter de l'embrasser à la seule condition qu'elle accepte de l'épouser. Parce qu'il est ultra fleur bleue, hein, pas avant le mariage. Hein. Mes lèvres restent vierges jusque-là. Donc, avec des tonnes de moments de remplissage, parce que ça va un peu lentement, c'est très rapide ce qui se passe, c'est pareil pour la plupart des épisodes, quoi. Et, ça se sent que ça remplit des trucs qui n'ont pas grand chose à raconter. On va passer du temps sur nos personnages qui essaieront de retarder la chose, et à la fin,
Et il y a tout le monde qui aura l'idée, grâce à Victor Houdini, histoire de dire qu'il existe ici un peu quelque chose, de retarder le mariage jusqu'à minuit passé, parce que vendredi 13 sera fini à ce moment-là, et son pouvoir n'agira plus. Et donc, c'est ce qu'ils font. Grâce à ça, il récupère suffisamment, juste à temps, Vincent pour prendre la main sur elle, hein, en tout bien tout honneur, et la capturer dans le coffre. Et c'est pas trop mal l'idée de centrer ça sur Vincent. Je trouve que ça aurait mérité d'être mieux rempli en fait. J'en parle pas des masses, mais il y a beaucoup de remplissages qui sont un peu grossiers, qui aident pas le principe. Le suivant, là, je vais passer vite celui-là parce que c'est du gros délire quoi. Il y a la grande méchante qui s'appelle Marcella, le fantôme du coin, qui a amené à trois sœurs sorcières complètement nulles. C'est trois blaireaux de service. On n'a pas les fantômes blaireaux de service dans cet épisode, mais on a un remplaçant avec les trois sœurs débiles qui se débrouillent super mal en magie. Elles adoraient être des super sorcières qui font le mal, elles se débrouillent super mal en magie, et elles leur apportent l'ombre, une espèce de fumée qui représente ce fantôme-là, apporte à ces trois sorcières débiles le livre noir, un livre qui permet d'avoir accès à des magies super puissantes. Et donc, à cause de ça, elles vont être un petit peu plus puissantes qu'elles ne le sont d'habitude, et elle veut faire en sorte qu'elle la libère, parce qu'elle est piégée dans une sorte de zone magique qui l'empêche de sortir pleinement. Elle veut faire en sorte que ces trois-là les libèrent, parce qu'il n'y avait pas mieux que les trois sorcières bêta du coin, à proximité, je sais pas. Et ouais, il va y avoir en parallèle le Scooby Gang qui essaiera un petit peu d'empêcher ces trois-là de mettre à terme leur sort, sans y arriver. Et de l'autre, va y avoir Vincent qui se rendra dans la zone où est enfermée la grande méchante fantôme, pour essayer de batailler avec elle. Seulement, bon, elle l'enfermera, mais étant donné qu'il a aidé une petite créature magique, une espèce de petite peluche à la con, cette peluche à la con viendra l'aider à la fin pour se barrer avec lui. Et grâce à ça, il parviendra à s'extirper de là, et c'est lui qui sauvera tout à la fin. Vincent est le plus proactif là-dedans. Ils ont juste gagné du temps, les autres, mais c'est Vincent qui sauve tout à la fin, puisqu'il change une des pages, la page pour invoquer et libérer le fantôme, et grâce à ça, les trois sorcières récitent une mauvaise incantation et enferment le fantôme dans le coffre. Les trois sorcières qui après ça n'auront plus le livre noir et qu'on laissera tranquille, parce que étant donné qu'elles sont nunuches et n'arrivent à rien, on s'en fout royalement de les laisser libres ou pas, vu qu'elles pourront rien faire. Alors que, je sais pas, ça reste quand même des sorcières qui ont opté directement pour le mal. Ce serait pas mal de faire quelque chose contre ça, mais non, à la fin, on reprend leur petit jingle débile, qui est une fois de plus super mal doublé en français, c'est atroce. Histoire de dire que ça va. On s'en fout. Continuez votre vie, tout va bien maintenant, hein, c'est cool. Ouais, super, super. Le suivant va se centrer sur Ectoplasmos. Le gars, c'est une sorte de scientifique fou, quoi. Tout de plus, c'est à peine un fantôme sur le principe. Et son truc, à lui, c'est de créer un accélérateur temporel. Et ça va être un épisode très centré sur Scooby et sa considération personnelle. Et l'accélérateur temporel fait en sorte d'accélérer le temps vers l'époque où il sait qu'il dominera le monde. Parce que comme ça, en accélérant le temps, restant tout seul dans son château, le monde va être dominé par toi par magie. J'ai pas compris le principe. Son accélérateur temporel qui est en fait une sorte d'appareil à voyager dans le temps en fait. Y a un autre gang qui se rendra auprès de lui, mais Scooby-Doo mettra la main sur l'objet parce qu'il ne le laissera pas surveiller. Les méchants sont débiles, ils laissent rien surveiller du tout. Donc il y a Scooby qui mettra la main dessus, et grâce à ça, alors que le gang sera un petit peu sauvé par Vincent, lui il utilisera cet objet là qui lui permettra de voir son passé, de voir le futur. Et en voyant son passé, il se revoit tout petit lorsqu'il est né. C'est très surprenant, mais ses parents chiens, c'est juste des compis conformes de lui. Et oui, en voyant ça, ça lui fait pas plus d'effet que ça sert pas à grand chose, histoire de dire, il a des parents, vous voyez, on va jouer vaguement dessus dans cet épisode.
Donc voilà, et il voit aussi des images de quelques fantômes qu'il a affrontés et de ectoplasmos qui lui font peur. Il dit « Ah non, ah, j'ai trop peur, j'arrête, je ne participe plus, non !» Il revient chez lui et il laisse le groupe en plan. Et tout le monde se dit « Ah zut, c'est vraiment dommage, qu'est-ce qu'on va faire, Et ils se disent, on va faire des auditions pour le remplacer. Flim Flam, qui une fois de plus aura une idée stupide, prendra le premier blaireau qui correspond le moins au job, en la personne de comment il s'appelle ce con là, je vais le dire tout de suite parce que son nom était nul à chier, Bernie Gottich. Bernie Gottich est une espèce de chien complètement apathique et je suis là, tu sais pas quoi faire, qui servira à rien, histoire de dire. Alors, on essaiera une fois de plus de casser le quatrième mur avec la réaction des gens. Ah, il n'y a plus Scooby-Doo. Ah, moi, je regarde plus, hein. Ah, les gens sont en pleurs, les enfants ne veulent plus rien faire. Scooby-Doo à travers le monde n'est plus là. Nous ne pouvons plus rien faire. Et donc, on repasse sur Scooby-Doo qui voit ça à la télé, puisque c'est vraiment un cassage du quatrième mur très particulier, ça. Et ça ne joue aucun rôle. Absolument aucun. C'est juste histoire de faire le blague, c'est ça. Et suite à ça, donc il y a le Scooby Gang qui essaiera de s'en prendre une fois de plus à Ectoplasma, mais ils se feront capturer assez vite, et ils seront même sur le point d'être pas tués, comme on va le voir, ou alors c'est pas très clair, alors que Ectoplasmo s'apprête à ouvrir le coffre, et c'est là que Vincent a l'idée d'utiliser cette espèce d'appareil à voyager dans le temps, puisque en plus d'accélérer le temps, ça peut aussi le figer. C'est un autre truc très pratique. Et donc, il fige le temps en empêchant ça d'arriver pile poil et en se rendant auprès de Scooby-Doo pour lui dire « Allez, ressaisis-toi, tu peux y arriver !» Alors que tu pourrais faire le job par la suite. Hein. Parce qu'il va faire, tu vas pouvoir le faire toi-même, mais bon, tu vas pas le faire parce que tu veux lui enseigner une leçon, je sais pas trop quoi. Et une fois de plus, les règles sont très mal foutues, quoi. Bon, il lui fait voir le futur apocalyptique qui va avoir lieu s'il n'intervient pas. Et donc, Ectoplasmos dirige le monde. On n'en fait pas des caisses, hein. Une fois de plus, l'animation a un budget assez limité. Il y a Scrappy-Doo et Flim Flam qui n'ont pas vieilli d'un iota. On est 10 ans dans le futur, hein. Daphné a bien vieilli et Sammy a bien vieilli aussi. Mais par contre, Flim Flam et Scrappy-Doo, pas une seule micro-poussée de croissance, ils sont restés à l'enfance, ceux-là. La logique. Mais bon, c'est juste pour faire voir à Scooby-Doo, voilà ce qui se passera si tu fais ça. Et ouais, c'est une mission post-apocalyptique qui aurait pu être plus puissante que ça dans la mise en scène, mais on préfère faire des délires pas drôles. Donc ça ragaillardit Scooby-Doo qui se dit « Ah, il faut que je participe !» Et il participe en sauvant la situation à la fin, et en capturant Ectoplasmos dans le coffre à son tour, rapidement. Alors que ce qu'il fait, il aurait pu le faire Vincent. Hein. Vincent aurait pu le faire à sa place, ça aurait été pareil, mais il fallait que ce soit Scooby-Doo. On est content pour lui. Sur le principe, cet épisode avait de quoi être intéressant puisque ça se penche sur Scooby-Doo qui veut abandonner un petit peu son héroïsme parce qu'il a trop peur. C'est beaucoup trop foutraque dans la mise en scène pour avoir quelque chose. Et puis voilà, quand on a un outil de voyage dans le temps, vraiment voyage dans le temps, de cet acabit-là, ça peut être géré de 12 000 façons, c'est toujours la voie vers la facilité scénaristique particulièrement irritante, ça. Bien, l'épisode 10 se centrera sur Demondo. Un démon qui peut faire sortir et rentrer les gens dans des BD. Pas dans des films, dans des BD. C'est pas la même chose qu'il y a 6 épisodes, non. C'est pas comme Zomba. Donc, c'est tout son pouvoir. Il peut pas faire grand chose d'autre apparemment. Et il a prévu de faire livrer un journal avec BD à l'endroit où dort Vincent et le gang. Je sais pas, Vincent il est dans son lit, il demande à tout le monde de lui servir de boniche un petit peu. Aide-moi à faire mon lit, apporte-moi du café s'il te plaît. Je suis dans mon lit, que quelqu'un vient d'aider, tout ça. Ça change la dynamique à chaque fois et je comprends vraiment pas pourquoi. Bref.
Ils s'organisent un petit peu ici, ils reçoivent le journal avec des tas de petites BD dedans, et ils ont aspiré dedans grâce à la magie de Demongo, là j'ai un truc comme ça, et qui les a attirés là-dedans grâce à une espèce de petit stylo clé qui les a attirés via une petite tornade. Lui aussi il a été attiré là-dedans, et tandis que Scooby-Doo lutte un tout petit peu contre lui, ils font tomber le stylo pour sortir, ils vont se retrouver dans différents types de BD où ils devront un peu se sortir en partant à la recherche du stylo pour sortir de là. Tandis qu'il y aura des moments super lourds autour des deux fantômes qui se feront passer pour les membres du gang auprès de Vincent, qui est super con. Tout d'un coup, il est Miro peut-être, je ne sais pas, jusqu'à présent il n'a pas eu besoin de lunettes, mais là, il voit pas que ça, c'est pas Daphné. Non, non, il est débile, qu'est-ce que tu veux, hein, il sert à rien dans cet épisode. On n'a aucune idée de quoi faire de lui dans cet épisode, donc on se sert de lui pour faire du remplissage sans intérêt en sous-intrigue. Enfin bon, ils passeront de BD à d'autres, en rencontrant genre un héros de bande dessinée de Scooby-Doo qui s'appelle Platypus Duck, qui est un petit peu lourd sur les bords, mais qui participe un peu activement à la résolution. Et ils passeront de BD à d'autres, en rencontrant différents types de héros, différents types d'environnements, pour lutter contre des mondos, et c'est mieux, je trouve que c'est mieux que... que juste un film avec l'épisode 5 avant, quoi. C'est un pas vers le mieux, ça. Après, voilà, c'est pas non plus sensationnel, et la mise en scène reste ultra grossière. Surtout à la fin, lorsqu'on en fait des caisses sur cette espèce de stylo clé, parce que oui, c'était un stylo au départ, mais ça peut être transvasé en clé. Pourquoi c'était pas juste une clé dès le départ? Ça servait à quoi de faire un stylo, histoire de dire... Vraiment pas compris ça. Et au bout d'un moment, ils finiront par se barrer avec toute cette petite bande de personnages de BD, en faisant en sorte que lorsqu'il sort à son tour après, Demondo se fasse capturer dans le coffre. Enfin bon, ils mettent la BD dans le coffre avant qu'il en sorte. Ce qui fait que certains personnages de la BD restent piégés dans le coffre avec les autres, techniquement. Enfin, ceux qui peuvent avoir une conscience, etc. Parce qu'il y a une partie des personnages, donc les héros de différentes petites BD, qui sont sortis, eux. Et qui ne joueront aucun rôle plus tard. C'est comme la créature de Frankenscoob dans l'épisode 5. Et c'est pareil, hein, on s'en fout royalement, mais sur le coup, ils sont sortis, on est content pour eux, voilà. C'était un peu mieux que l'épisode 5, c'était pas non plus sensationnel. Je trouve que vous avez mieux géré le concept, mais... L'épisode 11 voit nos personnages se rendre en Californie du Sud, où il y a des policiers corses. C'était quoi ce tête de tabac? J'ai l'impression que ça provenait du hangar. Des voleurs de fleurs! Les fameux Corses de Californie, c'est très connu. Quoi cette VF, merde. Bref, ils se rendent en Californie du Sud, où il y a une réunion du CERF, la Société Ectoplasmique des Revenants et Fantômes, je me souviens un petit peu, qui s'organise, dont un des 13 fantômes veut faire partie. Parce que c'est ultra select, et ça a beau être une grande légende, ce 13e fantôme, il doit faire ses preuves. Bien sûr, bien sûr. Et donc le gars en question, c'est Rocker. Voilà, Rocker qui a piégé Vincent, qui se fait avoir un petit peu quand même, hein, celui-là, en se faisant passer pour un livreur, et en amenant devant chez lui la pierre de l'éternité, une pierre qui pétrifie à petit feu. Et il s'apprête à être changé en pierre d'ici peu de temps, c'est pour ça qu'il envoie un appel à aide au gang, qui s'est rendu donc en Californie du Sud, où il y a une concentration de fantômes, mais pas de fantômes, des 13 fantômes. C'est ça qui est très bizarre, quoi. Je me suis dit, tiens, la tête du cerf, qui est donc une tête pile-poil, c'est un des 13 fantômes? Non, c'est juste un chef de société, mais sinon, il participe pas vraiment aux 13 fantômes, quoi. Le fantôme en question, c'est Rocard, qui veut en faire partie. Parce que c'est un club select, une fois de plus. Et donc, en ayant mis ça en place, en s'étant frité une nouvelle fois face aux deux blaireaux qui veulent faire partie également du CERF, parce que voilà, c'est super select, on veut en faire partie, et il y a ces deux blaireaux qui se disent, tiens, si on les manipulait, on va leur dire où trouver de quoi guérir la pétrification du gars, parce qu'on le sait évidemment, donc on le sait, pour les amadouer et les avoir par surprise en leur volant le coffre.
Alors déjà, avec le passif que vous avez, ils ne devraient pas vous croire une seule microseconde, mais ils vont vous croire en disant, ok, on vous croit, en ayant quelques réserves quand même, on n'est pas non plus complètement con, et on vous suit, vous connaissez un endroit, vous connaissez cette espèce d'ornement qui, dès lors qu'on le regarde, empêche la pétrification. Et c'est exactement l'endroit où ils vont au passage. Hein. Ils ne vérifient pas quoi que ce soit. Vous nous le dites, très bien, on vous suit jusque là-bas. C'est pas comme si le temps était compté ou quoi que ce soit. Donc ils s'y rendent, en pensant donc les deux fantômes qu'ils pourront piquer le coffre et être bien vus auprès du cerf. Seulement le cerf, il n'a pas suivi cette partie-là. Il a juste suivi la partie où on va vous aider à nous venger du cerf. Ah, c'est pas de veine, si seulement vous aviez écouté tout ce qu'ils ont dit, vous n'auriez pas été contre eux pour les attaquer, et à partir de là, ça va être un gros bordel, où ils se rendront dans le coin, en étant pistés par quelques fantômes du cerf, mais surtout par les deux policiers corses qui lâchent pas l'affaire. C'est eux qui foutent le plus de bâtons dans les roues, hein, pas les fantômes. C'est ça qui est dingue. Les fantômes du cerf, limite, c'est anecdotique. C'est limite anecdotique. Vraiment. Enfin bref, en se rendant là-bas, ils se confronteront aussi à Rocker, très vite, et juste à temps, alors que les deux fantômes auront mis leur changement de veste en place, va y avoir un gros bordel, vous nous avez trahis, mais en fait non, mais en fait si, je sais pas, oh mon dieu, écoutez-nous, ils finiront par sauver de façon accidentelle Vincent juste à temps, en le faisant voir l'espèce de statue qui le dépétrifiera, et il y aura la lumière du jour qui apparaîtra à ce moment-là, et qui fera en sorte que le méchant Rocard ait peur et se réfugie dans le coffre parce qu'il est débile. Ça aurait pu être comme dans l'épisode 3, avec donc Morbidia, qui s'est fait réduire en petit tas et donc on l'a mis directement dans le coffre. Non, il a juste peur en fait. Et il dit, réfugie-toi dans le coffre, il n'y a pas de lumière là-dedans. Ah cool, merci. Il est con, quoi. C'est quoi cette puissance seule une fois de plus? Gag! Cartoon! Nous sommes débiles, c'est parce que c'est des cartoons! Voilà. C'est plus vraiment pas fameux, hein. Vraiment pas fameux, hein. Un peu grossier, et puis le simple fait de vouloir mettre trop en avant ces deux fantômes blaireaux, c'était là que j'ai commencé à en avoir marre d'eux, je vous cache pas. C'est bon, on a compris, vous existez, vous servez à rien, merde. Bon, il reste plus que 2 épisodes, presque. Alors, il y a une célébration à Scooby-Dooville, il y a une ville à Scooby-Doo, qui lui est dédié, je sais pas trop quoi, où il y a pas mal de gens qui veulent le célébrer, dont ses parents, qui ont drastiquement changé depuis la dernière fois. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait 3 épisodes. Il y a 3 épisodes de ça, on a vu les parents, ils ressemblaient pas du tout à ça, et là on a cette version des parents. Continuité, hein, ça fait pire que les Total Spice à ce niveau-là, merde. Au moins, ils attendent de sauter une saison avant de se planter à ce point-là dans les designs de leurs personnages, merde. Donc, ils s'apprêtent à recevoir Scooby-Doo, mais c'est là qu'il y a un cirque qui passe, le cirque du professeur Fantasmo, qui arrive et qui semble promettre quelque chose de très sympathique, alors que nos héros arrivent et que le train est attaqué par les deux fantômes débilos qui servent à rien, parce que ça sert absolument à rien, hein, ce qu'ils font, comme d'habitude. Il y a notre gang donc qui se s'en tire sans trop de problèmes et qui se rendent en ville en apercevant que les gens ne sont plus là et qui sont au petit cirque qui s'est installé dans le coin. Et donc tout le monde s'amuse, tout a l'air bien. Bon, tu vois tout de suite que le gars Fantasmo, c'est pas un gentil, c'est sans doute un des fantômes déguisés. Ça se voit venir facilement, ça. Et donc il leur fait visiter le coin, tout le monde est un petit peu hypnotisé par la musique. Il y a Vincent qui se rend compte de ça, mais qui fait pas grand chose. Il est à travers sa boule de cristal, il sert pas à grand chose. Dans les derniers épisodes, il sert pas à grand chose, c'est un peu dommage ça. Enfin bref, tout le monde sera un petit peu hypnotisé dans l'ambiance, mais il y aura Sammy Scooby qui se rend compte que quelque chose cloche, donc essaieront de faire en sorte que les parents de Scooby et Daphné et Scrappy se tirent de là. Seulement voilà, il y a toujours cette espèce d'orgue hypnotique qui les attire un peu tout le monde, et c'est difficile de s'en sortir, notamment Flim Flam qui a
auprès du maître de chantier, c'est-à-dire Fantasmo, l'exclusivité d'un contrat. Il dit, ah, ce serait cool qu'on bosse ensemble, je vois pas mal de trucs de carrière entre nous, et il est trop content de ça, donc il signe un contrat. Après quelques petites scènes rapides entre eux, il se dit, cool, on peut faire affaire ensemble, j'ai qu'à signer un contrat que je lis pas. Pour quelqu'un qui est censé être aussi procédurier d'un point de vue commercial, je trouve que c'est pas super malin de ta part. Tu devrais lire un petit peu les contrats qu'on te donne, mec. Il signe un contrat, ce qui fait qu'il est un petit peu manipulé par le gars, totalement hypnotisé, excusez-moi, et œuvrera avec lui. Il y aura Daphné aussi qui finira par se faire avoir, et donc, une fois de plus, Sammy et Scooby qui sauvent la situation. Et en faisant en sorte de détruire l'orgue de façon totalement accidentelle, mais vraiment accidentelle, c'est de la chatte ça, et ben ça ôtera une partie de pouvoir qu'a le gars, tous les monstres seront pleinement visibles par les gens, et donc il y aura Flim Flam et Daphné qui seront sortis de leur tranche hypnotique, et Flim Flam qui sauvera la situation à la fin, parce qu'il doit être le super-héros alors qu'il a été vraiment nul durant tout l'épisode. Donc il utilise le fouet magique qu'il lui a donné le gars pour l'avoir et le piéger à son tour. Et ouais, on joue très peu sur le fait que ce soit la ville de Scooby-Doo et ses proches, etc. C'est vraiment pour faire joli. Au moins dans l'épisode où il dit « Ah, je renonce un petit peu, je retourne chez mes parents », il y a une logique là, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que Scooby-Dooville et ça aurait été pareil, quoi. Tellement ses parents servent à rien du tout, quoi. Et puis bon, vous auriez au moins pu faire gaffe au putain de design qu'on avait vu dans l'épisode 9, merde. Et enfin, l'épisode final, c'est pas trop tôt. Oh putain, ça va être un calvaire à monter cette vidéo, purée. L'épisode final, il y a Boris Frissonov qui prévoit une retranscription télé, une émission télé. J'imagine que c'est y présent des étrangetés du surnaturel régulièrement. Il a invité le gang pour une émission en particulier. Il y a Vincent qui dit ouais, on aurait besoin de son aide pour capturer le dernier démon des 13 fantômes, sauf que c'est pas logique. Si on prend en compte le fait que l'épisode 1, vous n'avez capturé personne, vous avez juste libéré, et l'épisode 6, vous avez juste fait une croisière, vous n'avez pas capturé de fantômes en plus, vous avez juste recapturé les fantômes qui ont été libérés. Ça veut dire qu'il y a 2 épisodes des 13 où vous n'avez pas capturé de fantômes. Autrement dit, vous en êtes à 11, pas à 13. Vous en avez sauté 2 là, il y a un truc qui m'échappe un petit peu. Donc, c'est juste histoire de dire, j'imagine qu'ils ont été capturés hors champ, on va dire que c'est ça. Ce dernier démon, il ne sera pas du tout capturé grâce à l'aide de Boris Frissonov. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une référence à Boris Karloff. Comment ça... Même pour moi, c'est très vieux ça, je vous cache pas. Donc, ouais, il y a le truc qui se met en place, l'émission qui a lieu comme ça tranquillement, alors que les 2 fantômes blaireaux prévoient un petit piège qu'ils ont organisé avec le dernier qui s'appelle Zimbala, ou Zimbula, j'ai mal écrit, je ne sais plus exactement, un nom de ce type-là, un gars qui a aucun pouvoir spécifique à part qu'il peut se transformer, c'est tout ce qu'on voit. D'autres on peut le faire, donc c'est rien de spécifique. Et ouais, quoi, ils prévoient un piège alors que ils se rendent donc sur scène pour présenter un petit peu leurs histoires avec leurs coffres, etc., etc. Seulement, il y a un noir qui a lieu, une perte de lumière, ceux qui ne savent pas, et il y a un levier qui est actionné et le coffre a été volé. Seulement, voilà, il n'a pas été volé par Zimbala. Il a été volé par quelqu'un d'autre, et c'est là qu'on a un mystère. Waouh, il y a un mystère dans Scooby-Doo, c'est dingue. Oui, il y a quelqu'un qui a volé ce coffre, on ne sait pas qui. Donc le démon, il n'est pas content. Et il va un peu faire chier le groupe, histoire de rallonger l'épisode. Et il va aussi y avoir Vincent qui se mettra en froid avec Boris Frissonov, parce qu'il l'accuse de possiblement avoir fait quelque chose pour ça. Donc Boris le prendra mal, et ouais, c'est assez hypocrite de sa part, puisque on verra plus tard que c'est lui qui a fait le coup, c'est bien Boris Frissonov qui a fait le coup, et tandis qu'ils vont surtout suivre une piste grâce aux Scooby-Biscuits qui ont été laissés sur place, et qui seront un petit peu aiguillés par une médium qui participait à l'émission, qui s'appelle Talula.
c'était ça, Tallulah, qui après dit « Ah, je vois que le coffre se trouve ici, il se trouve là !» Et ils se rendent dans ces différents endroits, notre groupe, et il y a les deux fantômes blaireaux qui les attendent pour leur préparer des petits pièges gaguesques dont ils sortent. Ils disent « Ah, moi, c'était dangereux, ah, c'était pas là, ah, excusez-moi, on m'a joué un tour, on a mis des micros chez moi. » On essaye de justifier le fait que c'est pas forcément une méchante. Et j'aurais pas été contre que ce soit vraiment le cas, quoi. Parce que c'est tellement évident comme suspect, mais c'est vraiment elle, quoi. Tatula ou Tallulah, en fait, c'est Zimbula. Putain, j'ai mal écrit, si ça se trouve, c'est pas ça. Bref, c'est le démon final qui est pas du tout marquant, en fait. Tellement pas marquant. Il participe pas directement à quoi que ce soit. Et il a juste pris une forme pour leur dire allez ici, allez là-bas. Voilà, c'est super. Hein. Heureusement que tu participes, mec. Hein. C'est ça le grand démon final. Mais bon, après un peu de jeu de piste, et ils finiront par tomber sur une espèce d'endroit qui contient les différents objets volés, sans explication particulière. Je veux dire, c'est normal que le coffret soit volé, mais pourquoi le reste a été volé? Il y a des tonnes d'objets volés, on ne sait pas pourquoi. Et ces indices qui pointent Boris Frissonov ne servent absolument à que dalle, puisque l'indice évident qu'a trouvé Vincent, c'est que dans la grille des programmes, il est indiqué « Ce soir, Boris Frissonov va ouvrir pour vous le coffre des 13 fantômes ». Vous n'avez pas lu le programme de ce que vous allez tourner ce soir? Ok. Waouh, c'est le gag de fin, super ça. Bref, c'est Boris qui a fait le coup. Et juste pour faire de l'audimat, en se disant de toute façon c'est un artefact à la con qui représente rien. Je veux dire, il est pote avec Vincent Von Spectre, le gars qui a des pouvoirs magiques directs, très clairs. Il sait pas que la magie existe et que les fantômes existent. Il est pas sûr. C'est juste pour la présentation, il y aura rien de mal qui va en sortir. On essaye de jouer sur le fait qu'il a une dent contre lui. Ah, parce que lorsqu'on a étudié ensemble, t'es plus populaire que moi. Ah. C'est ça votre grand conflit de fin que vous mettez en place dans le dernier épisode. C'est super, super. Waouh, waouh. Et puis, il y a Tallulah qui apparaît en disant « Ah, je vous ai aiguillé sur les mauvaises pistes parce que c'était moi, le grand démon final. » Et on le laisse se diriger vers le coffre comme des glands. On fait rien pour le bloquer ou quoi que ce soit. Et Vincent, il est là, oh mon Dieu, tout est perdu. Il se dirige vers le coffre, il va l'ouvrir. Nous ne pouvons rien faire. Et donc, il ouvre le coffre, ça commence à faire quelque chose. Mais, et alors là, c'est la plus grosse insulte pour moi, c'est Flim Flam qui me sauve la situation avec un dernier truc qui sort de son cul. Je parle pas de tout parce que sinon ça prend des plombs, mais vraiment, le nombre de résolutions qui se font autour d'un objet à la con, qu'on introduit n'importe quoi ou qu'on introduit voire pas du tout, c'est dingue. Et donc, cet objet magique, il fait tout d'un coup. Pouh, c'est le principe des Totally Spice en pire, je trouve. C'est dingue, quoi. On a cette espèce d'objet ultra pété qui servira à tout faire, quelle que soit la personne qui s'en servira. Paf, voilà. Donc, il a une espèce d'aspirateur magique qui aspire tous les fantômes avant qu'il fasse le grabuge, parce qu'il y a 3 fantômes à la con qui ressemblent à rien à ceux qu'on a vu capturer avant, qui sont libérés, et ils les capturent tous avec le grand méchant, et grâce à ça, ils ont fini de capturer leur dernier fantôme, et c'est pas plus célébré que ça. C'est mis en scène de façon très plate comme les autres épisodes. On prend pas le temps d'appuyer que c'est la fin, quoi. Notre périple a touché son terme. On va pas partir sur nos chemins respectifs, genre flim flam, non, on s'en fout, on continue notre vie, tranquillou. Si vous aviez prévu une saison 2, je sais pas. Genre, en fait, c'était pas 13 fantômes, c'était 26. Non, voilà, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Vous avez une série qui se termine, vous avez une conclusion, appuyez que c'est une conclusion, merde. Enfin bon, c'est à la fin de cette série et... il kitsch de son époque, j'ai envie de dire. Je pense que si j'avais pas binge-watché, si j'avais pris le temps de voir épisode par épisode, j'aurais peut-être un peu plus apprécié, mais pas des masses, hein, je pense pas. C'est pas mon style, et je trouve que vous avez pas su bien gérer une bonne partie des personnages aussi. La mise en scène, beaucoup trop datée, le budget qui casse pas la baraque, que ce soit pour le visuel ou le doublage. Peut-être qu'en VO c'est mieux, je me doute qu'en VO c'est mieux, mais en VF,
C'était pas fameux à regarder. Hein. Je vais pas donner une note une fois de plus, c'est une série, pas un film, mais ouais. Je voulais me faire un petit peu le topo pour me faire une idée de ce par quoi partait le film qu'on va se voir la prochaine fois, et que je vais pas tarder à regarder. Hein. Je pense que je vais les enchaîner assez vite, ces deux-là. Et j'ai vu. Je serai moins con lorsque je verrai ce film-là, j'aurai une idée assez précise de quoi ça part. Et je pense que ça pourra difficilement être moins bien fait. Mais nous verrons bien. À la prochaine pour la malédiction des 13 fantômes. Bye!